On va plus loin dans l'essentiel avec, à présent, à mes côtés, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien Suisse Blick. Bonjour Richard. Bonjour Raphaël. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, un Big Bang de l'autorité à l'école avec retour du vouvoiement et interdiction des téléphones portables. C'est l'un des principaux changements à attendre d'une éventuelle victoire du Rassemblement national dès la rentrée de septembre, si l'on en croit Jordan Bardella. Emmanuel Macron lui met en garde contre un risque de guerre civile en cas de victoire des extrêmes. L'Ukraine, elle est en pénurie de courant, des coupures d'électricité à répétition dues aux frappes de la Russie contre des infrastructures ukrainiennes. C'est tout de suite, on va plus loin. À moins d'une semaine maintenant du premier tour des élections législatives qu'il a lui-même convoqué, Emmanuel Macron émet une certitude et une mise en garde. La certitude, c'est la confiance qu'il dit avoir en la responsabilité des Français, tout en avertissant donc du risque en cas de victoire des extrêmes que leur programme ne mène à la guerre civile. Le chef de l'État l'a dit dans un entretien au podcast Génération Do It Yourself, diffusé ce lundi. Richard, vous comprenez ce que cherche à faire le président de la République ? Non, enfin... Plus exactement, je comprends ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire la dramatisation à outrance, mais j'avoue que ça m'interroge beaucoup venant de la part d'un président qui est, je crois, le garant, selon les termes de la Constitution, de l'unité de la nation et des institutions. C'est quand même gravissime. D'abord parce que ça jette un soupçon quand même terrible sur ce qu'il appelle les extrêmes. Or, le matin même, il y avait la conférence de presse de Jordan Bardella. Et franchement, on peut plutôt discuter de la manière dont ils sont en train de se remettre un peu au centre. Donc, je trouve que ça jette une opprobre problématique sur une frange importante de la scène politique. Et deuxièmement, je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron y gagne, puisque pour l'instant, toutes les enquêtes d'opinion montrent que lui n'est pas perçu comme quelqu'un de rassurant, n'est pas perçu comme quelqu'un vers lequel on irait en quelque sorte se réfugier par son vote. Donc parler de guerre civile, ça trahit plutôt, je pense, une vraie inquiétude sur son pari et sur le fait que, pour l'instant, le bloc central qu'il appelle de ses voeux ne se matérialise nulle part dans les études d'opinion. Ouais, confiance dans le bon sens des Français qui, jusqu'à présent, si on en croit les sondages, va plutôt vers ce que Emmanuel Macron désigne lui comme les extrêmes, justement, avec ce risque de guerre civile. On a bien du mal à le suivre. Quoi qu'il arrive, lui, il compte rester, quelle que soit l'issue du scrutin. Oui, alors, il l'a dit à plusieurs reprises, quelle que soit l'issue du scrutin, il compte rester jusqu'en 2027. En fait, je pense qu'il n'en sait rien lui-même, parce que si la situation devient absolument ingérable, par exemple, si Jordan Bardella, le soir du 7 juillet, arrive en tête avec ses députés, mais n'a pas de majorité absolue, il a dit, là aussi à plusieurs reprises, que sans majorité absolue, en fait, il n'irait pas à Matignon. Donc déjà, que se passe-t-il déjà, vous voyez, le 7 juillet au soir, sans compter tous les conflits qu'il peut y avoir et tous les problèmes qui peuvent surgir. Alors, en partie, effectivement, de programmes économiques, de ce qu'Emmanuel Macron appelle des extrêmes, c'est-à-dire ça inclut et le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, ce que je trouve est déjà un peu problématique de mettre sur le même plan le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Alors, évidemment, il le fait parce qu'il y a dedans LFI, Jean-Luc Mélenchon, on va en reparler très certainement. Mais c'est pour faire passer le message que, voilà, lui, c'est le bloc de la raison, c'est le bloc central. Avec lui, les choses iront bien. Le problème, comme le disait Richard, c'est que c'est un président qui n'est plus vraiment entendu. Donc, il peut faire appel à la raison, mais nous sommes en ce moment dans un mouvement irrationnel, mais le paradoxe, c'est que c'est lui-même qui l'a déclenché avec cette dissolution, qui lui est beaucoup reprochée d'ailleurs au sein même de son propre camp. On voit des figures du macronisme, Édouard Philippe, Gabriel Attal, se désolidariser en quelque sorte d'Emmanuel Macron, et ils aimeraient bien, eux, qu'Emmanuel Macron se taise, pour reprendre ce que dit François Hollande sur Jean-Luc Mélenchon, et n'intervienne pas dans la campagne. Alors c'est pas du tout ce qu'il fait, il intervient assez massivement tous les 2 jours. Moi, je me souviens, ayant un certain âge, en 78, quand la gauche était sur le point de gagner... du pouvoir aux législatives. Voilà, le président Valéry Giscard d'Estaing avait eu cette fameuse phrase en disant « Je demande aux Français de faire le bon choix », comme il disait. À l'époque, ça avait fait une controverse énorme. Et c'est à peu près tout. Vous avez fait d'ailleurs le bon choix pour Valéry Giscard d'Estaing. Alors, il avait fait le bon choix, mais ça avait provoqué beaucoup de polémiques.
à l'époque. Là, effectivement, Emmanuel Macron, clairement, il roule pour son camp. Le problème, c'est que son camp n'a pas vraiment envie qu'il roule pour lui reproche l'initiative de la dissolution et estime en fait, c'est un peu le paradoxe d'Emmanuel Macron en ce moment. C'est officiellement le chef, mais c'est le chef qui met son propre camp dans une situation absolument terrible, puisque, selon les projections, ils vont perdre plus de la moitié largement de leur siège dans la prochaine Assemblée. Eh oui, alors Bruno l'évoquait à l'instant, hein, après François Hollande, évidemment, qui a intimé l'ordre à Jean-Luc Mélenchon de se taire durant le week-end, puis Fabien Roussel, c'est au tour de Marine Tondelier de désavouer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Il ne semble pas en être question, si on en croit Europe Écologie Les Verts. Il commence à y avoir un consensus à gauche pour dire que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être Premier ministre et donc ne doit pas alimenter justement cette équivalence que semble faire Emmanuel Macron entre deux extrêmes, Richard Berly. Bon, d'abord, sans faire offense au nouveau Front populaire, ils n'apparaissent dans aucune étude d'opinion, dans aucun sondage, comme étant en mesure de décrocher la majorité absolue et donc d'envoyer le candidat de leur choix au poste de Premier ministre. Alors peut-être que une partie du nouveau Front populaire, et c'est tout le pari d'Emmanuel Macron, serait tentée de se détacher de la France insoumise à un moment donné. Donc voilà, ça c'est la chose, c'est je dirais la réalité sur la possibilité pour un dirigeant de ce camp d'assumer le poste de Premier ministre. Alors après, est-ce que ça doit être Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils veulent tous tuer Jean-Luc Mélenchon et on comprend pourquoi, vu les excès du personnage, vu la capacité qu'il a d'être un repoussoir. Polarisant en tout cas. Absolument. Sauf que, quand même, ne l'oublions pas, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 21,9% des suffrages. Il est arrivé en 3e position. Il a quand même une légitimité démocratique. Alors certes, elle va peut-être à quelqu'un de colérique, de terrible, qui purge son propre parti, mais le fait est qu'il reste la figure emblématique. Or, en politique, si vous tuez la figure emblématique, il faut être sûr de pouvoir la remplacer. Parce que sinon, vous arrivez à quoi ? Vous arrivez à des remplaçants qui ne sont pas à la hauteur et finalement, vous décevez les électeurs. On peut aller aux législatives, a fortiori dans le cas d'une coalition, sans incarnation de ce que pourrait être demain le futur Premier ministre, Bruno Darroux. Il y a notamment ce débat autour des débats, 2 débats qui vont être organisés. Dans l'un, le nouveau Front populaire sera représenté par le coordinateur national d'LFI, Manuel Bompard, et non pas Jean-Luc Mélenchon. Dans l'autre, ce sera le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Oui, ça montre qu'effectivement, tout le problème de ce Front populaire, qui est quand même, sur pas mal de points, une alliance de la carpe et du lapin, tant leurs programmes sont différents, même si on peut noter que d'un point de vue programmatique, c'est quand même LFI qui a plutôt imposé sa marque et qui reste donc en position de force. Donc ça rejoint aussi la question du leader. Et le nombre d'investitures aussi. Hein. Voilà, et le nombre d'investitures. Hein. LFI investit 229 candidats contre 180 pour le Parti socialiste. Alors pour le Parti socialiste, il y a l'effet Glucksmann qui fait que ça rééquilibre le jeu, l'effet Glucksmann aux européennes. Mais enfin, LFI reste à l'intérieur de ce NFP le principal élément. Donc, assez logiquement, dans la logique même des institutions, si le nouveau Front populaire remportait l'élection, il faudrait que ce soit le candidat du parti ayant obtenu le plus de candidats LFI qui soit désigné. Et on voit bien l'embarras, parce que cette logique, elle est là, elle existe, mais en même temps, personne ne veut de Jean-Luc Mélenchon, mais comme le disait Richard, il n'y a personne de vraiment crédible et avec une aura suffisante. On évoque alors Raphaël Glucksmann, François Ruffin au sein de LFI, mais ils n'ont pas tout à fait effectivement cette forme de légitimité quelqu'un de Jean-Luc Mélenchon. Mais le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, il fait effectivement figure de repoussoir. Et on peut même se demander si sa sortie de ce week-end, où il a à nouveau dit très lourdement, si je puis dire, qu'il était prêt à gouverner, il ne s'est pas dit, puisqu'ils veulent jouer sans moi, eh bien, je vais venir dans le jeu, faire balancer toutes les quilles et, effectivement, pardonnez-moi l'expression, les planter. Voilà. Donc, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là de Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que lui, il pense sans doute que le nouveau Front populaire ne peut pas gagner ces élections, et que lui, l'élection qui l'intéresse vraiment, c'est l'élection présidentielle. Il réclame, lui, une majorité absolue pour son parti, le Rassemblement national. C'est la condition que pose Jordan Bardella pour accéder au poste de Premier ministre. Oui, mais pourquoi faire, alors qu'on avait pu avoir le sentiment d'un recul du parti frontiste face à la perspective de gouverner? Son président a détaillé les mesures qu'il comptait prendre en priorité, notamment en ce qui concerne l'économie. Noémie Roche.
Vous êtes converti au libéralisme de M. Sodi? J'ai toujours été convaincu par la croissance. Depuis plusieurs jours, il est à l'offensive pour tenter de rassurer sur le programme du Rassemblement national. À moins d'une semaine du premier tour des législatives, Jordan Bardella est venu clarifier des propositions jugées floues, voire inquiétantes pour les milieux économiques. La relance du pouvoir d'achat, le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire, la reprise en main de notre politique d'immigration seront les priorités de notre action. Nous entendons ramener le pays à la raison budgétaire en réalisant les économies qui permettront de financer l'intégralité des mesures de pouvoir d'achat et les ajustements que nous apporterons, par exemple, au système de retraite. Pour augmenter le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français, le Rassemblement national propose de baisser la TVA sur l'énergie à 5,5% contre 20%. Une mesure critiquée par les investisseurs et les agences de notation. Le RN entend aussi supprimer notamment la CVAE, un impôt de production pesant sur les entreprises, ou encore exempter les augmentations salariales jusqu'à un certain seuil. Des mesures qui seraient intégralement financées selon Jean-Philippe Tanguy, prétendant au poste de ministre de l'économie et des finances en cas de victoire du RN aux législatives. Notre programme ne coûtera rien dans le sens où nous ne laisserons pas, une fois de plus, filer le déficit. Tout sera gagé par des économies, des réductions de niches fiscales, de la déréglementation, de l'efficacité ou de la renégociation. Par exemple, sur notre contribution nette à l'Union européenne, mais nous n'engagerons aucune dépense gagée sur des déficits ou de l'emprunt supplémentaire. Des prévisions irréalistes, selon cet économiste. Mme Bardella essaie de se poser en quelqu'un de très respectueux de la stabilité financière et budgétaire, ce qui est un peu cocasse au vu des déclarations du RN qui sont toujours très dépensières. Donc voilà, on sent qu'il y a une volonté de paraître un petit peu sérieux vis-à-vis des créanciers de la France, mais ce qui oblige à une certaine contradiction entre des programmes très dépensiers et une volonté de se présenter comme étant responsable. Objectif, démontrer que le Rassemblement national est capable de gérer les finances publiques avec fiabilité, alors que l'hypothèse de l'extrême droite à Matignon avait dans un premier temps provoqué l'inquiétude des marchés financiers. Richard Verlet, comment proposer des changements perceptibles rapidement qui soient de nature à changer la vie des Français alors qu'ils savent qu'ils vont être jugés très rapidement, les dirigeants du Rassemblement national? D'abord, alors je n'étais pas présent dans la salle de la conférence de presse, mais je l'ai regardé entièrement. D'abord, il faut quand même constater une mue de Jordan Bardella. Il apprend la prudence budgétaire, il y a quand même l'emploi de termes qui sont attendus. Vous savez, les marchés, c'est comme ça, on guette le moindre terme. Donc effectivement, vous avez vu ce que dit Jean-Philippe Tanguy, on ne gagera pas sur les déficits. Donc ça, moi, je trouve que quand même, j'allais dire, ils apprennent vite, pardonnez-moi de dire, ce n'est que des mots, mais c'est comme ça la politique également. La deuxième chose, c'est qu'il y a, à mon avis, deux énormes non-dits dans la présentation du programme économique du RN. Le premier non-dit, c'est la pression fiscale. Il est évident qu'elle va augmenter. Alors ils disent retour de l'impôt sur la fortune, suppression des niches fiscales. Suppression des niches fiscales, ça ne veut rien dire, mais ça concerne quand même pas mal de gens qui avaient profité de ces niches fiscales, et ça veut dire instabilité. Et ça veut dire instabilité, c'est-à-dire que pour les entreprises, ça ramène de l'impôt pour les particuliers aussi. Ça, c'est un problème dans un pays qui, je le rappelle, est quand même à 46% de prélèvement obligatoire dans son produit intérieur brut. Donc ça, pour moi, c'est une énorme inconnue. La deuxième inconnue, c'est qu'il n'y a rien dans ce programme sur l'attractivité de la France. L'attractivité économique, c'est-à-dire sa capacité à attirer des investissements qui était le cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Donc, on veut redonner du pouvoir d'achat aux Français, d'accord. On pense qu'en leur redonnant du pouvoir d'achat, ils travailleront plus, peut-être, mais encore faudrait-il qu'il y ait des entreprises pour les employer. Et au fond, c'est ça la deuxième inconnue. Donc, je dirais, plus d'impôts, moins d'entreprises. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, une incohérence. On voit aussi le Rassemblement national essayer aussi de revenir sur ses fondamentaux, l'immigration, l'autorité à l'école. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça suppose... alors ça, c'est des sujets un peu différents, même si mais qu'il a évoqué dans le cadre de cette même conférence de presse. Non, mais parce que là, on est sur l'économie, ça fait partie des trois piliers
Bon, l'autorité à l'école, a priori, ça coûte pas cher. Hein, l'immigration, il faut en passer par le Conseil constitutionnel. C'est la faisabilité des mesures qu'il présente. Et encore, je dis ça coûte pas cher. Apparemment, le fait que tout le monde ait un uniforme, ça coûterait quand même pas loin de 4 milliards d'euros. J'ai lu ça aujourd'hui. Et l'immigration, c'est plutôt une forme de préparation à la suite du programme et éventuellement à la mise en place de ces mesures si Marine Le Pen... un jour, un référendum. Hein, voilà, la grande annonce d'aujourd'hui, c'était qu'il persiste à vouloir un référendum. Voilà, il veut un référendum. Alors, est-ce qu'il pourrait l'obtenir d'Emmanuel Macron? On avait cru comprendre qu'un référendum sur l'immigration, ça n'entrait pas dans le champ tel que défini actuellement par la Constitution, donc il faudrait un changement constitutionnel. Enfin, c'est quand même compliqué. Sur l'économie, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un autre point, il y a l'attractivité, effectivement, qui n'a pas été évoqué, et il y a tout ce qui est l'innovation, quand même. Donc, on a l'impression que c'est un peu la vision de l'économie du Front National, du Rassemblement National, c'est un peu un État nounou qui va un peu essayer d'apaiser, de panser les plaies, voilà, notamment des plus défavorisés, ce qui en soi est louable. C'est plus la Startup Nation. Mais alors, on est très loin de la Startup Nation. Or, aujourd'hui, en 2024, il faut un peu les deux. Mais bon, politiquement, pour le moment, le Rassemblement national sait très bien que l'attractivité ou l'innovation, c'est pas le souci des électeurs, notamment des électeurs du RN. Mais après, effectivement, ils savent aussi qu'ils sont regardés par les marchés financiers. Il se s'est attendu sur ce point, en tout cas sur la Russie. Jordan Bardella assure il sera extrêmement vigilant face aux tentatives d'ingérence. Écoutez-le. Je considère la Russie comme une menace aujourd'hui multidimensionnelle, à la fois pour la France et pour l'Europe. La Russie conteste aujourd'hui des intérêts français, elle le conteste depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années sur nos zones d'influence historiques, en Afrique. Elle le conteste en mer Noire, et elle le conteste aussi dans nos outre-mer, en prenant fait et cause notamment pour les Comores, face aux pressions qui sont exercées sur le territoire de Mayotte. Je serai extrêmement vigilant aux tentatives d'ingérence de la Russie, mais aussi de tous les États et de toutes les puissances du monde. Alors, vous disiez, c'est assez habile de sa part, de quoi dissiper les accusations de connivence avec Moscou? Oui, alors là, il y a une part, à mon avis, de récitation. C'est-à-dire, on sent qu'on lui a bien préparé les réponses, c'est bien cadré, là encore, les mots ont leur importance, mais il est vrai que, venant de la part du responsable du Rassemblement national, un parti historiquement très proche de la Russie, un parti qui a été financé par des banques russes, eh bien, il a fait le grand écart, ça y est, il a franchi le fossé, il est de l'autre côté du fossé, il se positionne du côté occidental. Alors, est-ce que c'est sincère? Combien de temps ça durera? Est-ce que ça résistera à l'épreuve des faits? On n'a pas la réponse à ces questions, mais en termes de posture, c'est tout à fait nouveau pour le Rassemblement national, en tout cas dit de cette manière, clair, précis, ça le rend difficilement attaquable, au moins sur sa prise de position, aujourd'hui. Du Mélanie, Bruno Darou. Mélanie. Ah, du Mélanie, pardon. Oui, du Mélanie. Sauf que Mélanie, elle était dès le départ atlantiste et convaincue du fait qu'il fallait aider l'Ukraine. En tout cas, oui, je suis assez d'accord sur le fait que là, Jordan Bardella, il veut se montrer inattaquable. Alors, il a quand même dit qu'il y avait une ligne rouge. C'était assez habile aussi. C'était l'envoi de soldats français au sol en Ukraine. Donc, c'était une façon de tacler Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président, dans la journée, a réagi en disant « Je ne pense pas que dans un futur proche, de toute façon, on enverrait des soldats. » Ça a joué dans le vote des électeurs, vous pensez, dans la défiance envers les candidats macronistes? Cette crainte de boots on the ground, comme on dit? Écoutez, ça, je ne pense pas essentiellement. Peut-être un peu qu'il y a eu chez certains la crainte, même s'il est de voir des soldats partir en Ukraine, même si les propos d'Emmanuel Macron étaient assez maladroits et en plus ont été déformés, etc. Enfin bon, c'était plutôt, je pense, Emmanuel Macron, il voyait ça comme un rapport de force avec la Russie, il voulait envoyer un signal. Mais là, c'était assez habile parce que ça permet de dire, oui, sur la Russie et sur l'Ukraine, ma position maintenant est très claire. Mais, à la différence d'Emmanuel Macron, je ne suis pas un 20 ans en guerre, je ne fais pas n'importe quoi, et je tiens à ce que la paix reste en mon pays. Et l'Ukraine, justement, l'énergie est au cœur de la guerre. Kiev revendique avoir attaqué plus de 30 raffineries russes. Objectif, perturber l'approvisionnement en pétrole et réduire ainsi les revenus de la Russie pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Alexandra Karini. Slava Ukraini!
Moment solennel à Kiev où Volodymyr Zelensky salue la bravoure de ses troupes. Plus précisément, celle de ses officiers du renseignement. C'est grâce à eux que l'Ukraine aurait réussi à frapper des cibles stratégiques. Plus de 30 raffineries, terminaux et dépôts de pétrole du régime terroriste russe ont déjà été touchés. Ces derniers temps, les Ukrainiens multiplient les attaques contre les infrastructures pétrolières russes. Objectif, perturber l'approvisionnement en pétrole du pays et ainsi réduire les recettes qui financent la guerre. L'énergie est aussi au cœur de la stratégie russe. Depuis le début de l'année, les installations électriques ukrainiennes ont subi plusieurs vagues de bombardements. Des frappes aux dégâts considérables, menant à des coupures d'électricité à répétition, à Kiev et aussi à Kharkiv. Durement frappée le week-end dernier, la deuxième plus grande ville d'Ukraine est partiellement privée d'électricité. Pour éviter de voir cette situation s'étendre d'ici l'hiver, Volodymyr Zelensky encourage à l'installation de panneaux solaires, notamment dans les structures médicales. Je pense que nous devons être prêts à faire face à toute situation et nous devons être prêts pour que certaines institutions puissent fournir des soins médicaux de qualité et travailler sans interruption. Dans tout le pays, les demandes explosent. De quoi contourner les manœuvres de la Russie, qui continue invariablement son avancée ces derniers mois. Et Kiev fait donc face de son côté à des coupures de courant, vous l'avez compris, provoquées par ces attaques russes contre ces centrales. Gulliver Krag, comment vit-on la situation à Kiev ? Alors vous savez, depuis plusieurs semaines, il y a des coupures de courant dans toute l'Ukraine programmées, mais la semaine dernière, il s'était réduit déjà à seulement 2 heures par jour où on n'avait pas d'électricité. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Dans ce quartier de Kiev, on a eu 4 heures d'électricité. Aujourd'hui, le reste du temps, il n'y avait pas. Bien sûr, les entreprises ont recours à des groupes électrogènes et à d'autres solutions pour continuer de fonctionner. En partie, on peut espérer que ce sera temporaire. D'habitude, après chaque vague de frappe, il y a une période où les coupures sont plus longues, le temps de réparer ce qui peut être réparé rapidement. Visiblement, la dernière vague de frappe en fin de semaine dernière a endommagé beaucoup de ce qui restait en l'état de la capacité de générer l'électricité en Ukraine. C'est le nucléaire qui prend le relève. Les 3 centrales nucléaires qui fonctionnent, qui ne sont pas occupées, n'ont pas été touchés. Apparemment, la situation est encore pire cette semaine parce qu'il y avait des travaux d'entretien programmés sur ces centrales nucléaires. Donc, cela a aggravé encore un petit peu plus la situation et donc aussi laissé l'espoir que dans quelques jours, ça s'améliorera un petit peu. Mais tous les experts s'accordent à dire qu'il faudra plus de 2 années pour vraiment réparer tout le réseau électrique ukrainien et que de très importantes pénuries de courant sont à prévoir cet hiver. C'est presque inévitable. Bien sûr, pendant l'été, c'est moins grave. C'est vraiment pendant l'hiver, les mois où les journées sont courtes, où il fait froid, il y a besoin de chauffage aussi. C'est ça qui inquiète le plus les Ukrainiens, même si même aujourd'hui, en été, il ne faut pas oublier surtout qu'un très très grand nombre d'Ukrainiens vivent dans des immeubles de beaucoup d'étages, des immeubles d'appartements qui vont jusqu'à 20 étages. Quand les ascenseurs ne fonctionnent pas, ils doivent monter à pied. Ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, surtout pour les personnes âgées ou malades. Merci Gulliver Krag en direct de Kiev, prélude à un hiver rude pour l'Ukraine. Richard Verlier, avec en plus la perspective d'un isolement en cas d'élection du RN ici en France ou Donald Trump aux États-Unis. Vous savez, j'aimerais vraiment pas être ukrainien en ce moment, au sens où je crois que là, il y a une convergence de difficultés. On pensait qu'une fois que le Congrès américain aurait voté cette aide de 60 milliards, on aurait le répit annoncé. Vous savez, on pensait que c'était les mois de mai et juin qui allaient être les plus difficiles et qu'à partir de l'été, les choses s'amélioreraient. Or, voilà que la situation française pourrait devenir très compliquée, même si la France n'est qu'un donneur d'ordre parmi d'autres au sein de l'Union européenne. Puis très vite va se profiler l'élection américaine. Et globalement, on voit bien, on l'a vu avec la Corée du Nord, que Vladimir Poutine, lui, est à la manœuvre sur tous les fronts, puisqu'il est même prêt à donner des armes à la Corée du Nord pour aller s'en prendre à la Corée du Sud. Donc c'est très difficile. Et je crois que dans ces moments-là, il y a une seule ligne, c'est qu'il faut
tenir, et il faut regarder surtout du côté de l'aide civile. Je crois que l'aide militaire, de manière, il n'y aura rien de neuf qui sera donné. Jordan Bardella a dit qu'il était hostile aux missiles à longue portée, mais ce qu'il faut, c'est permettre à l'Ukraine de tenir comme pays, comme économie. Ça passe par l'énergie, ça passe par de l'aide à la reconstruction. Ce qui est frappant, c'est que pour l'instant, quand même, il faut bien le dire, la poussée russe sur le front, elle risquait d'être plus importante, mais on voit qu'elle a été contenue. Ou alors se profilent des semaines difficiles, mais pour l'instant, ça a été contenu. Bruno Darroux, le pire est à venir, ou au contraire, on est étonné déjà de cette résistance Oui, parce qu'en fait, ça fait quand même quelques semaines qu'on dit que l'avantage est à la Russie, et il l'est en termes d'hommes et de munitions. Mais quand même, pour le moment, ce qu'on observe, c'est certes un avantage, mais on reste dans du grignotage de terrain. Il n'y a pas encore de percée véritable de l'armée russe. Et pour le moment, le front, comme on dit, n'a pas craqué, quoi. C'est-à-dire que les Ukrainiens, dans des conditions extrêmement difficiles, visiblement, réussissent à tenir bon. Alors, concernant effectivement les échéances électorales en France, aux États-Unis, bien sûr que ça va compter. Alors, à noter quand même que concernant la France, Emmanuel Macron aujourd'hui aussi a tenu à dire que l'aide à l'Ukraine serait maintenue, j'allais dire quoi qu'il se passe, mais il a tenu à le dire et ce serait dans la durée, a-t-il dit. Donc, il faudra peut-être prévoir aussi, on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, une petite tension autour de ce qu'on appelle le domaine réservé. Parce qu'en général, les affaires étrangères, tout ça, c'est le président de la République, mais en période de cohabitation, le Premier ministre aime bien aussi s'inviter. On l'a vu dans le passé. Pour les Américains, évidemment, ça s'annonce compliqué, même s'il faut rappeler, il y a eu les 61 milliards, mais il y a quand même ce qui s'est passé au sommet du G7 dans le sud de l'Italie, où quand même, justement, Joe Biden, pour essayer de bloquer une somme, finalement, a accepté en gros de lâcher 50 milliards avec quelques pays européens, gagés sur les avoirs russes et les intérêts des avoirs russes, plus exactement, de manière à ce que ce soit difficile, même pour Donald Trump, de détricoter tout ça. Et cette aide devrait arriver d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Richard Verly, Bruno Darroux. On va plus loin, c'est terminé. Restez avec nous, prochain journal, dans 3 minutes dans l'essentiel.